Salut à tous, je vous avais promis de vous faire une vidéo, c'était suite à la demande de ma communauté sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo concernant en fait 5 pays d'Afrique subsaharienne, donc d'Afrique noire, dans lequel si j'étais libre de mes préoccupations professionnelles actuelles, dans lequel je pourrais sérieusement, très sérieusement envisager de m'installer pour investir ou pourquoi pas pour émigrer de manière durable. Donc je vais commencer ce top 5. Je vais commencer par le dernier pays et je vais finir par le meilleur pays selon moi. Alors c'est le top 5, ça veut dire que même le pays qui est en 5e position par rapport à l'ensemble des pays d'Afrique me paraît être le meilleur. Alors on va commencer. Le premier pays sur lequel j'investirais et dans lequel je pourrais envisager de m'expatrier ou d'émigrer, parce que je sais que certains sont sensibles entre les termes immigration et expatriation. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration à partir du moment où on est accepté par la population qui vous accueille, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut la respecter. Donc le premier pays, ce serait le Sénégal. Le Sénégal, je prends mes fiches, donc c'est un pays de 17 millions d'habitants, avec un PIB de 24 milliards d'habitants, ce qui correspond à peu près à 1 500 $ par habitant, avec une assez bonne croissance, une croissance de 6% par an, donc c'est une croissance soutenue. Je vous rappelle qu'en France on est à moins de 1% par an, et ce qui veut dire que d'ici, quand on a une croissance de 6% par an, ça veut dire qu'en l'espace d'une dizaine d'années, on double sa richesse à peu près tous les 10 ans. D'accord? Juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si donc en France, on doublait la richesse tous les 10 ans, tous les 8 ou 9 ans. D'accord? Chose qui est intéressante, donc, c'est que, étant musulman, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont musulmans, on a une population qui est à majorité musulmane, donc ça peut faciliter votre intégration. C'est un pays qui a une population qui est relativement éduquée, je dis relativement parce qu'on n'a que 60% d'alphabétisation. Au niveau de la corruption, on a une corruption qui n'est pas parmi les plus élevées, mais qui est à peu près au même niveau que la corruption, que les indices de corruption qu'on peut trouver dans les pays comme le Maroc par exemple. Donc on est dans ces mêmes catégories, donc c'est pas un pays hautement corrompu, sachant qu'en France la corruption elle se joue à des niveaux plus élevés, donc elle est moins visible. Mais la corruption évidemment existe aussi en France. Le point fort du Sénégal, c'est le tourisme. C'est un pays qui est très touristique. C'est un pays aussi qui a une très grande histoire. Donc énormément de diversité, de choses à voir. Et donc c'est un pays donc, qui attire des touristes étrangers. Et donc pour vous, si vous voulez investir, si vous voulez lancer un business dans le tourisme, eh bien évidemment vous avez un marché, le marché du tourisme, le marché des étrangers qui viennent passer leurs vacances au Sénégal. Et tout ce qui est les services qui sont proposés aux touristes, eh bien vous pouvez réussir dans ce domaine-là. On a un secteur industriel qui représente à peu près 25% du PIB, ce qui est aussi dans la moyenne des pays d'Afrique, et on a un secteur tertiaire qui est assez élevé autour de 50% du PIB, sans doute dû au fait que le Sénégal est un pays très, très touristique. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'administration. Donc, qu'est-ce qui peut marcher au Sénégal? Eh bien, vous imaginez, vous avez un pays très touristique, et bien comme en France, tout ce qui marche, c'est l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est au niveau des visites. Mais ce qui marche aussi au Sénégal, comme dans tous les pays d'Afrique, comme nous allons le voir, c'est tout ce qui est les investissements au niveau du logement. Le fait de rénover, d'acheter des logements pour pouvoir les louer. Donc ça revient à ce qu'on disait par rapport à l'hôtellerie, mais ça peut être aussi pour la location longue durée, parce que l'Afrique, pour les 2 générations à venir, va avoir un problème de logement, avec une population qui grandit à très grande vitesse, beaucoup plus rapidement que l'offre de logement. Donc toute personne qui veut investir dans le logement en Afrique va, on peut dire très facilement, faire de l'argent à partir du moment où il propose des choses de qualité supérieure. D'accord? Maintenant, on arrive au 4e pays. Le 4e pays de ce classement, parmi les pays pour lesquels je pourrais envisager d'investir, parce que ce sont des pays qui sont dynamiques, ce sont des pays qui vont vraiment devenir des pays qui seront riches dans les générations à venir.
moi je vois le Rwanda. Le Rwanda est un petit pays assez mal connu, connu malheureusement, mal connu à cause du génocide rwandais. Mais maintenant, le Rwanda, depuis 2 générations, s'est stabilisé politiquement au niveau de sa population et a su tirer les enseignements de cette dramatique et de cette tragique histoire, un peu comme ce qui s'est passé pour le peuple allemand. Le peuple allemand a été entaché dans son histoire par ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui le peuple allemand est un peuple raciste ou un peuple malfaisant. Donc, ce qui s'est passé, c'était dû à des manipulations, malheureusement, encore une fois, qui sont des manipulations politiques. Et malheureusement, la population a été endoctrinée, la population a été manipulée, et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Mais est-ce qu'on doit entacher le Rwanda ou la population rwandaise jusqu'à des générations et des générations? Je ne pense pas. Donc, il faut être capable de faire une distinction entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe dans le présent. Donc le Rwanda, une petite population, on est à 13 millions d'habitants, on a un PIB relativement faible de 11 millions d'habitants, mais on a une croissance autour de 8% par an, donc là aussi ça veut dire qu'on double la richesse à peu près tous les 10 ans. On a un PIB par habitant de 850 $ par habitant, ça veut dire encore une énorme marge de croissance, et ça veut dire pour vous qui allez vous expatrier ou émigrer au Rwanda, et bien pour les personnes qui souhaitent le faire, ça veut dire encore un coût de la vie qui est encore abordable par rapport à ce qu'on peut trouver en France ou dans la plupart des pays riches dans le monde. La force du Rwanda, qu'est-ce que c'est sa force? Eh bien c'est que le Rwanda a un indice de corruption qui est très faible. Le Rwanda est un pays qui est connu au niveau de l'Afrique pour être extrêmement stable politiquement et très sûr. C'est-à-dire, vous vous promenez dans la rue, vous risquez pas de vous faire voler, de vous faire agresser. C'est vraiment un pays qui est extrêmement sûr. Contrairement à ce qu'on peut avoir au Sénégal, où on a quelque chose, on a un pays sûr, mais on a quelques phénomènes de délinquance, notamment à l'égard des touristes qui viennent et qui peuvent se faire voler leur sac à main. Au Rwanda, on n'a pas ce type de problème, et c'est pour ça que j'ai mis ce pays devant le Sénégal. Ce qui est intéressant au Rwanda, c'est que c'est un pays qui va vers la modernité, avec un système administratif où tout est fait pour être numérisé, où tout est mis en ligne un petit peu sur le modèle de Dubaï. Et du coup, on a beaucoup d'investissements dans les nouvelles technologies, avec un Internet extrêmement rapide sur l'ensemble du territoire, ce qui est favorisé justement par le fait que ce soit une petite population. Vous vous rappelez que je vous disais que quand on veut se développer rapidement, le fait d'avoir une petite population, ça vous permet de très rapidement régler les problèmes en matière d'éducation, de scolarisation, d'infrastructures au niveau du pays. Alors que quand vous avez une population comme le pays comme le Nigeria par exemple, qui est un pays beaucoup plus puissant que le Rwanda, mais avec une population de près de 200 millions d'habitants, un territoire beaucoup plus grand, et donc c'est beaucoup plus difficile de gérer ce territoire, de l'équiper et d'éduquer cette population. Et un petit peu comme ce qui se passe en Europe, si vous avez des pays comme le Luxembourg, comme la Suisse, comme les Pays-Bas, eh bien vous avez beaucoup plus de chances d'être un pays éduqué, d'être un pays qui va devenir un pays riche dans l'avenir, que si vous avez un pays à une très forte population. Donc sur le long terme, les pays qui ont une très forte population sont des pays qui vont devenir des géants économiques, ou qui sont déjà des géants économiques comme le Nigeria, mais sur le court terme, en termes de développement, en termes de rapidité de développement sur les deux générations, une ou deux générations, les pays qui seront le plus rapidement au niveau des pays d'Europe, eh bien ce sont les petits pays d'Afrique. D'accord? Et moi, dans ce classement, je mettrais le Rwanda. Donc le Rwanda est en train de percer aussi, donc on l'a dit, il a un problème d'image, mais est en train de percer au niveau touristique grâce à sa faune et sa flore, ses parcs nationaux, ses gorilles, et puis voilà, une nature luxuriante. C'est un pays qui est anglophone, mais aussi qui est francophone. Donc on a cette double culture, ce qui est aussi une richesse, et ce qui permet, vous, en tant que francophone, eh bien, de pouvoir vous installer et de vous retrouver rapidement vos bases dans ce pays. L'immobilier est assez abordable, on est entre 800 et 1000 $ pour un T4 situé en plein centre de la ville. Le problème du Rwanda, moi, en tant que musulman, c'est que c'est un pays où il n'y a que 2 à 3% de la population qui est musulmane, donc c'est problématique quand vous voulez pouvoir manger halal. Mais voilà, il y a une petite communauté musulmane,
donc c'est plus difficile, mais c'est pas impossible. On arrive au top 3. Donc le troisième pays de mon classement, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone, le PIB s'élève à 60 milliards, on est à un PIB par habitant assez élevé, autour de 2500 $ par habitant, et on a un taux de croissance de 6% par an. 6% par an, ça veut dire qu'il vous faudra à peu près 13 ans pour pouvoir doubler votre richesse. Toujours à comparer aux 0,5% ou 1% de croissance annuelle en France. D'accord ? C'est un pays où 40% de la population est musulmane, donc pour les Français ou les Belges qui sont d'origine musulmane, eh bien c'est beaucoup plus facile. Vous trouverez facilement de la nourriture halal et des mosquées, et ça facilitera aussi votre intégration parce que vous trouverez des frères ivoiriens qui pourront vous aider. C'est l'un des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest. On y trouve de tout, vous avez du pétrole, vous avez du gaz, vous avez du cacao, vous avez des minerais. Donc c'est un pays extrêmement riche, et il a connu une période d'instabilité, mais c'est un pays qui est en train de retrouver la voie de la stabilité et qui utilise justement ses richesses pour se développer, pour développer son réseau routier notamment, et développer ses infrastructures. Donc on peut penser que la Côte d'Ivoire va devenir, à côté, donc on a le Nigeria du côté anglophone, mais la Côte d'Ivoire pourrait, à mon sens, devenir le géant économique de l'Afrique de l'Ouest d'ici 2 générations. Donc, où est-ce que vous pourriez investir? Quelles sont les opportunités d'investissement pour quelqu'un qui voudrait investir et qui a des petits moyens? Je ne vous parle pas de multinationales, hein, je parle d'investisseurs qui veulent découvrir une nouvelle culture et qui veulent remigrer dans leur pays d'origine, des Français qui veulent revenir. Eh bien, si c'est le cas, vous avez des tas d'opportunités. Je l'ai déjà dit un petit peu dans tous les pays d'Afrique, mais vous avez la restauration, vous avez l'hôtellerie, vous avez tout ce qui est le logement, tout ce qui est le service au tourisme et les services qui sont proposés aux classes moyennes. Vous avez évidemment tout ce qui concerne l'information et l'éducation, parce que l'Afrique subsaharienne va avoir besoin de plus en plus d'ingénieurs, de managers, pour pouvoir prendre vraiment les rênes du pays. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, souvent dans les grandes entreprises, on a des expatriés qui sont français, américains, anglais, et je pense que l'intérêt de tous ces pays, ben c'est pareil, c'est de former une classe moyenne qui va pouvoir, au fur et à mesure, prendre les rênes des grandes entreprises. Donc, évidemment, il y aura des opportunités dans ce domaine-là. Je vous l'ai dit, le logement pour un T4 en centre-ville, on est autour de 1500 à 2000 euros par mois, donc c'est assez cher. Pourquoi c'est assez cher par rapport à, vous allez me dire, ouais, mais c'est les mêmes prix qu'on trouve, voire c'est même plus cher qu'en France. Moi, j'ai été un petit peu étonné quand je me suis installé au Bénin. Je me suis rendu compte que la villa que j'occupe, on est autour de 1500 euros par mois. La raison, en fait, c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez il y a une demande et il n'y a pas assez d'offres en face. Donc, on a une espèce de spéculation, d'inflation, avec des managers, des cadres supérieurs qui peuvent se payer des appartements, mais qui ne trouvent pas forcément des appartements à petit prix. Et du coup, les propriétaires peuvent faire monter les prix des loyers de manière disproportionnée par rapport à ce qu'on pourrait trouver en équivalent en Europe, par exemple. Donc le logement, c'est vraiment un bon investissement. L'indice de corruption sur la Côte d'Ivoire, il est plus élevé, donc il y a plus de corruption qu'au Sénégal, le pays que j'avais mentionné en 5e position, et beaucoup plus qu'au Rwanda. C'est pour le moment, à mon sens, le point faible, désolé, pas le point fort, le point faible de la Côte d'Ivoire, avec malheureusement encore trop de corruption, ce qui peut décourager. Moi, à titre personnel, quand vous faites un business, vous voulez ouvrir un business, ça me gêne d'avoir la corruption. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et qui pourrait me décourager. Mais il y a tellement de points positifs à côté de ça au niveau de la Côte d'Ivoire, et puis une volonté politique aussi de lutter contre ces corruptions, que je pense que ça reste quand même, ce pays méritait d'être dans le top 3 des meilleurs pays d'Afrique dans lequel investir pour un Français ou pour un Belge. On peut dire que la Côte d'Ivoire est un hub pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, le pays le plus dans l'Afrique francophone de l'Ouest. C'est le pays le plus riche. C'est un pays qui est en train de développer à vitesse accélérée son réseau routier.
C'est un pays où il y a le plus grand port d'Afrique de l'Ouest avec le port d'Abidjan. Et donc, vous avez la capacité de faire sortir des produits pour les faire venir en France, par exemple, ou de faire rentrer des produits d'Europe et de les faire entrer en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, c'est un sol extrêmement riche, du cacao, des diamants, du café, de l'huile, du pétrole, du fer. Donc, c'est vraiment un pays, un pays extrêmement riche. C'est un pays qui est reconnu aussi pour son capital culturel au niveau de la musique, du cinéma et de tout ce qui est la culture francophone. Donc c'est aussi un hub à ce niveau-là. Et la Côte d'Ivoire est en passe de devenir le hub financier aussi de la région ouest africaine. Donc voilà, plein de raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire méritait d'être dans le top 3 de tous les pays d'Afrique, selon moi, encore une fois, de mon point de vue personnel. Maintenant, le deuxième pays, c'est le Kenya. Le Kenya, on est sur un PIB de 100 milliards de dollars. On est à 2000 dollars par habitant. On est à 7% de croissance, donc on a une croissance qui a ralenti, mais c'est normal. C'est un pays donc qui commence à être relativement mature, avec un PIB par habitant de 1500 dollars par mois, donc un coût de la vie qui est encore très abordable. On a une population musulmane de 10% de la population. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pour la Côte d'Ivoire, on est autour de 40% de la population. Et les points forts du Kenya, c'est sa stabilité politique, c'est sa faible corruption, c'est le fait qu'il y a des investissements massifs en termes de transport, notamment les routes et le réseau ferroviaire. On a aussi des investissements dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies. D'ailleurs, on appelle le Kenya la Silicon Valley de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est. L'autre Silicon Valley se trouvant en Afrique du Sud. Et puis, comme pour le Rwanda, donc le Rwanda et le Kenya se font une compétition, et bien c'est la même chose, ils ont tout digitalisé et ils ont pour objectif de rentrer dans le 22e siècle en ayant de moins en moins de corruption et en ayant de plus en plus de facilité pour créer votre entreprise. Donc c'est un environnement pour les entrepreneurs qui est ultra favorable, avec un Internet très rapide par rapport à la plupart des pays d'Afrique. Le Kenya aussi est un hub sur le plan économique et financier, avec la plupart des sièges de grandes entreprises qui sont situés au Kenya, parce que c'est un pays stable. C'est sans doute au niveau, on va dire, dans le top 3 des meilleurs systèmes financiers, des meilleurs systèmes éducatifs de toute l'Afrique, de tout le continent africain, avec un système éducatif supérieur qui est de pointe et qui a pour ambition de rentrer en concurrence avec ce qui se fait mieux dans les pays d'Occident. Et on a évidemment un tourisme qui est réputé sur le plan mondial, et donc qui dit tourisme dit pour vous, petits entrepreneurs ou petits investisseurs, des tonnes d'opportunités, aussi bien dans le logement, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et donc c'est à mon avis un gros point fort pour le Kenya, c'est son tourisme. Étant dit que, comme je vous l'ai dit, étant donné que le coût de la vie est relativement moins cher, on l'a vu, moins cher qu'en Côte d'Ivoire, eh bien ça vous permet justement de pouvoir investir à moindre prix. On a une économie qui est, comme je vous l'ai dit, en voie de stabilisation, avec une économie qui est diversifiée, qui est bien répartie entre l'agriculture, du thé, du café, des produits agricoles. Donc ça veut dire que quand vous allez au marché, vous trouvez des produits qui ne sont pas des produits importés, mais qui sont des produits qui sont produits localement. Et puis on a un investissement massif dans les nouvelles technologies et énormément d'investissements dans tout ce qui est le tourisme. Et puis, je vous l'avais dit, c'est un hub au niveau des grandes entreprises internationales, donc c'est un hub financier. Donc voilà pour la force et les atouts du Kenya. Donc moi je me verrais bien m'installer au Kenya, peut-être dans un deuxième temps, après cette aventure ici, et je vais bientôt vous parler du pays qui est en première position. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le Kenya c'est pas mal, encore plus si vous êtes musulman, parce que c'est un pays où les communautés vivent en paix entre elles, et il y a quand même 10% de musulmans au Kenya, ce qui est plus que selon les chiffres officiels en France qui annoncent 8% de la population française qui est musulmane, même si selon moi on est plus autour de 15%, de la population française qui est musulmane, mais c'est un autre sujet. Et le premier pays donc de mon classement, dans le top 5 de tous les pays d'Afrique, c'est le Ghana. Le Ghana, alors je vais vous parler du Ghana, on est
sur un PIB de 65 milliards de dollars, avec une croissance de 7%. Donc, c'est pareil, ça voudra dire que la richesse sera sans doute probablement doublée dans les 10 années suivantes, dans les 10 années qui vont venir. On a une population relativement nombreuse, donc un marché de 32 millions d'habitants, et on a 20% de ces 32 millions d'habitants qui sont musulmans. On a un PIB par habitant autour de 2300 dollars, qui est autour de 2300 dollars. Le Ghana, alors le seul point faible du Ghana, c'est le fait que c'est pas vraiment un point faible, mais pour vous qui êtes francophone, c'est le fait que c'est un pays qui est anglophone. Est-ce que c'est un point faible ou un point fort? Pour moi, c'est un point fort parce que ça va vous permettre de découvrir une nouvelle culture, un système plus anglo-saxon, avec la possibilité aussi d'apprendre une autre langue. Et puis ça, de toute manière, étant français ou étant francophone, eh bien vous avez toujours cette touche spéciale, cette rareté qui vous permettra d'être plus compétitif dans un marché qui est anglophone. Les prix d'un T4 à Accra, je ne sais pas si je vous l'ai dit pour Nairobi, pour la capitale de Nairobi, on se situe autour de 800 dollars pour un T4 au centre de Nairobi, et on est autour de 1500 à 2000 dollars pour un T4 situé à Accra, au Ghana. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus cher, mais vous comprenez aussi que si vous investissez dans l'immobilier, vous pouvez très rapidement vous faire un revenu mensuel de 2000 € par mois si vous avez quelque chose de qualité, ce qui vous permet, en termes d'indépendance financière, puisqu'on est sur une chaîne d'indépendance financière qui parle d'indépendance financière, ça veut dire que si vous avez 2 logements T4 que vous avez sur lesquels vous avez, si vous avez 4000 €, avec des coûts de main-d'œuvre, des coûts de réparation, des coûts de construction qui sont extrêmement bas par rapport à ce qu'on peut trouver en France ou en Belgique. Le Ghana, j'ai choisi aussi parce que c'est un pays extrêmement stable, c'est un pays réputé pour la faiblesse de sa corruption, c'est un pays réputé aussi dans toute l'Afrique pour être un pays sûr, un pays dans lequel vous pouvez vous promener dans la rue tard avec votre femme, vos enfants, sans risquer de vous faire agresser ou voler. Et donc ça, c'est pour moi un énorme point fort, puisque je m'adresse à des personnes qui veulent s'expatrier ou qui veulent remigrer en famille. Le port de Tema, c'est un hub aussi, avec un port qui est l'un des plus dynamiques dans la région ouest africaine. Le Ghana est en train d'investir aussi dans les nouvelles technologies, avec un Internet qui est relativement rapide. On a 80% de la population qui est alphabétisée. Et c'est un élément important parce que, encore une fois, si vous êtes correctement alphabétisé, comme au Rwanda par exemple, comme au Kenya ou comme au Ghana, eh bien ça veut dire que les populations qui sont bien alphabétisées ont en général une ouverture d'esprit qui est plus grande. Si vous créez une entreprise, vous pouvez très bien prendre un Ghanéen et le prendre comme manager, et vous aurez une qualité de travail qui sera très bonne. Donc une capacité pour recruter des Ghanéens et pour créer des partenariats avec eux qui est beaucoup plus facile pour un Français. Pour moi, l'intérêt aussi du Ghana, c'est que le fait que les communautés coexistent de manière pacifique. Donc avec une population chrétienne et une population musulmane qui vivent ensemble avec une vraie diversité. Alors je sais qu'en France, on vous parle souvent de diversité à l'école, on vous parle de fraternité, mais malheureusement, on sait très bien que beaucoup de Français qui sont d'origine musulmane, en fait, souffrent de discrimination depuis l'époque coloniale. Ça n'a pas vraiment, il n'y a pas eu vraiment de changement. Et on a, encore une fois, dans les discours politiques, une instrumentalisation de ces différences. Au lieu d'essayer de jouer sur ce qui nous rassemble, on essaie de jouer sur ce qui nous sépare de manière à gagner les élections. Évidemment, c'est un jeu très dangereux auquel joue la France, mais on n'a pas ce type de climat, on l'a pas, j'en ai déjà parlé pour le Bénin, on n'a pas ce type de climat au Bénin, et on n'a pas ce type de climat au Ghana. Donc pour moi, c'est un énorme atout, et c'est un pays qui est aussi connu pour son sens de l'accueil, mais ça va avec le fait qu'on puisse se promener dans la rue. On est dans un pays sûr, sécure, avec une population bien éduquée. Donc voilà mon classement du top 5. Je vais vous lâcher la vidéo comme ça. J'espère qu'elle va vous plaire. S'il vous plaît, je vous demande de la partager, de la liker, et puis de me poser des questions dans les commentaires, en espérant comme d'habitude que vous ferez preuve de tolérance avec moi et d'ouverture d'esprit. Allez, je vous salue, à très bientôt, ciao.